Bonjour les chefs de famille, on est avec notre chroniqueuse financière, Dominique Lépine, comme à chaque mois. On vient jaser d'une facette de nos finances. Ce mois-ci, on a décidé de faire un dossier, le dossier d'octobre, le thème d'octobre, c'est la fameuse charge mentale. On en entend parler vraiment beaucoup de la charge mentale. C'est quelque chose c'est un concept assez moderne, mais qu'on comprend de plus en plus. Et puis là, ce qu'on avait envie de faire, Dominique, c'était de parler un peu de la charge mentale en finance. Parce qu'il y en a une charge mentale financière. Et je trouve que souvent, alors là, je vais sortir un gros cliché peut-être, là, mais c'est pas grave, je l'assume. Je trouve que souvent, les femmes, on a moins tendance à s'informer de ces choses-là. Premièrement, parce que notre charge mentale est tellement élevée dans toutes les autres sphères de notre vie que c'est souvent ce qu'on balaye parce qu'on n'a pas d'échéancier sur certaines choses. Tu sais, il y a des trucs qu'il faudrait mettre à jour ou il y a des choses qu'il faudrait faire une fois pour toutes, que ce soit notre planification financière ou penser à certains aspects légaux. On va pouvoir en parler, là, Dominique, là, mais il y a des choses comme ça que, tu sais, si on le fait pas, ça nous empêche pas de vivre, mais ça nous trotte toujours dans la tête. On a l'impression que tu sais, la fameuse chose sur la to-do, là, la fin de la liste, là, qu'on coche jamais, puis qu'on remet sur l'autre to-do quand on s'en fait une nouvelle. Puis, tu sais, cette chose, moi, je trouve que c'est la pire chose. Tu sais, mon chum, lui, il va me parler de la théorie du plaster. Là, t'aimes pas ça, faire ça, ouais, tu sais, dessus, fais-le une fois pour toutes. Après, tu vas te le sortir de la tête. Mais on a tous des petits trucs comme ça, dans le fond, qu'on procrastine, des fois par manque d'information, parce qu'on sait, tu sais, on sait qu'il va falloir aller chercher l'information, que ça va être du travail à faire, puis tout. Mais ça reste quand même que c'est ça. Ça vient occuper une partie de notre cerveau là, qu'on aimerait bien vider. Fait que Dominique, je pense que c'est un peu ça qu'on avait envie de faire aujourd'hui, de faire un peu la liste. Tu sais, si vous aviez à vous faire une to-do, là, dire moi, je vais être à jour dans mes finances, puis je vais le comprendre, puis je vais le faire comme il faut, qu'est-ce que ce serait? Qu'est-ce que t'en penses? C'est ce qu'on s'est dit Oui, qu'on tout à ferait. C'est bon, fait. En hein? fait, oui. En fait, c'est pas, elle n'est pas si longue que ça, la to-do. Puis, tu sais, si on règle un point par un, une fois que les bases sont établies, à moins qu'il y ait des événements majeurs, ce n'est qu'une petite révision annuelle assez rapide, là. C'est de la mettre en place, puis de mettre les choses en place, puis une fois que c'est fait, bien, on fait une révision annuelle, puis c'est suffisant. Et oui, ça libère l'espace mental, là, parce que une fois que c'est fait, il y a une facilité de dire ah mon Dieu, ça va bien, je me soucie plus de ça, je suis fière, là, j'ai plus besoin de retourner en arrière, j'ai tout réglé. C'est Ouais. très réconfortant Puis d'être là. j'ai un flash, là. On parle, puis ça me fait penser. Bon, là, il y a différentes. Dans les couples, c'est pas toutes les mêmes personnes qui gèrent les finances. Ou peut-être qu'on gère aussi différents aspects des finances. Mais disons que c'est nous, les femmes, qui gérons les finances. Là, on fait notre to-do list, on le fait, c'est beau. Mais si c'est notre conjoint qui gère ça, il y a quand même... faut quand même se dire que on pourrait peut-être aller se mettre le nez, ne serait-ce que pour Il y a un comprendre ce qui se minimum passe. qu'on doit être au Oui. courant, selon moi, parce que, pour savoir si ça répond à nos attentes là, de couple et personnel, mais aussi c'est important de savoir, parce qu'une fois qu'on comprend, c'est beaucoup plus facile de prendre des décisions, d'avancer, de se sentir impliqué, de comprendre pourquoi on fait ça, comment. Euh, Puis, il y a toujours l'aspect si jamais mon conjoint n'est plus là, il ne faut pas que je sache pas du tout ce qui se passe. T'sais. Je ne Mm-hmm. peux pas, c'est trop un aspect important pour ne pas au moins avoir un minimum de connaissances puis d'être au courant. Là. Mais en fait, la charge mentale, là, je reviens encore, on va Oui, vous en parler ce mois-ci, là, mais la charge mentale, c'est le fait d'avoir à penser à faire les choses.
c'est pas la tâche de le faire. Tu sais, par Exactement. exemple, dire, OK, il faut penser aux aspects légaux. Ça peut être un des deux partenaires qui va aller chercher l'information, puis qui va le faire, puis qui va Exactement. exécuter ça. Mais il faut quand même être à deux dans un aspect, surtout dans un aspect financier qui est quand même important pour penser à le faire. Fait que la to-do, on la fait ensemble. Ouais. Tu sais, Mais c'est après, important. on peut se déléguer des tâches puis dire, bon, C'est mais toi, ça. ce volet-là, c'est toi qui vas le prendre en Mhm. charge. Puis tu me feras juste un résumé de ce que tu as fait. Là, j'ai pas Ouais. besoin de tout faire on n'a pas besoin de faire les recherches en double, de Ah, s'adresser c'est ça. en double aux professionnels. On peut faire confiance un à l'autre, mais si je veux vraiment me libérer, il faut que je sache si mon conjoint décède, qu'est-ce qui va m'arriver, qu'est-ce qui va arriver aux enfants. Ma retraite, elle va ressembler à quoi? Si je veux me libérer l'esprit puis ne pas me questionner sans réponse, ben faut au moins que je sache ces réponses-là. Qu'est-ce qu'on a pris comme décision, puis quel geste on a pris Ouais. pour mettre en place ces objectifs-là, pour atteindre ces objectifs-là. OK, on y va. On Mettons, y là. va. On veut se mettre à jour, on veut se décharger mentalement, puis avoir l'impression d'être un adulte responsable, d'avoir fait ce qu'on avait à faire, d'être un chef de famille responsable. À quoi il faut penser? Moi, je dirais, je commencerais par dire la première chose, c'est qu'il faut s'informer auprès des bonnes personnes. Demander à notre beau-frère, à notre collègue de travail, à un, à l'autre, si ce n'est pas des professionnels du domaine, ça, c'est souvent des discussions qu'on a, puis ça n'avance jamais à rien finalement parce qu'on n'a jamais la réponse exacte, on n'est jamais sûr que c'est vraiment la bonne réponse. Fait que, tout de suite, de s'adresser aux bonnes personnes qui ont les connaissances, on va sauver du temps, puis on va être sur les bonnes pistes tout de suite en partant. La première chose à faire, c'est de déterminer notre statut légaux à nous. Est-ce qu'on est marié? Est-ce qu'on a des enfants? Puis à partir de là, selon notre statut, on va pouvoir savoir qu'est-ce qui va arriver en cas de décès. Est-ce que légalement, on est reconnu comme conjoint? Si on est conjoint de fait, on n'existe pas en cas de décès de l'autre conjoint. On n'est pas reconnu. Ouais. Si on est marié, qu'est-ce qui arrive? Mhm. Qu'est-ce qui arrive en cas de décès des deux parents? Qu'est-ce que je veux qui arrive? Puis qu'est-ce qui va arriver légalement? Tout ça, il faut s'asseoir avec un planificateur financier, un notaire, peu importe, quelqu'un qui connaît les impacts dans les différents aspects financiers. Ça veut dire, oui, au décès, en cas d'invalidité, est-ce que j'ai un mandat en cas d'inaptitude? Si je suis invalide, je ne peux plus prendre mes décisions à court terme, à long terme. Qui va prendre les décisions à ma place? Est-ce que j'ai nommé quelqu'un? Tout cet aspect-là, c'est l'aspect légal. Puis notre statut de conjoint a un grand impact. Mhm. Donc, il faut Oui. le savoir vraiment pour nous. Puis il faut le savoir pour nos enfants aussi parce que il y a les statuts des enfants, de nos enfants. Nos enfants, qu'on soit mariés ou pas mariés, sont protégés de la même façon. La Mhm. loi, on est parents, on a des enfants. La loi ne fait pas de distinction qu'on soit parents mariés ou conjoints de fait. Par contre, si on est dans des familles reconstituées, ça peut venir compliquer un petit peu là, les planifications. Donc, il faut vraiment voir là, les statuts légaux. Après ça, ben, il y a la gestion du risque, ça veut dire les imprévus dans ma vie. Est-ce que je sais qu'est-ce qui va arriver, puis est-ce que ça va se passer comme je veux? Est-ce que ça me prend assurance vie, assurance invalidité? Si un des deux conjoints ne peut plus travailler, qu'est-ce qui va arriver? Tout ça, c'est le volet assurance qu'il faut planifier, puis c'est toutes des décisions qu'on ne peut pas planifier. Il n'y a pas de date limite pour la planification, mais un jour, il va être trop tard. Oui, c'est ça. Donc, Ouais, un jour, il va être trop tard. Mais on ne peut pas se mettre une alarme dans notre téléphone qui non, dit ça, on ne peut Ah, pas dire qu'il faut que ça si tu soit passes fait cette avant telle date, journée-là, c'est ben non, c'est ça. Puis mais ça, ça c'est. peut compliquer. Ouais, ben c'est ça. Puis, bref, faisons-le le plus vite possible. C'est ça. C'est ce que Exactement. tu nous dis. Fait que dans le fond, quand on parle de statut légal, on parle de statut matrimonial entre les conjoints, Oui, mais tu intègres aussi le volet comme assurance, puis tout ça dans la première étape de notre to-do list.
Ouais, tu sais, en fait, là, vraiment, là, parce que notre statut légal et qu'est-ce qui va arriver en cas de décès, d'invalidité, c'est du légal, là, parce que Ouais. si je décède puis j'ai un conjoint marié, j'ai un conjoint de fait, j'ai des enfants, qui va hériter tout ça? C'est très, très lié. Puis en même temps, ben là, on amène le volet protection. Ça veut dire que si toi, ton conjoint décède, ben son revenu, tu ne l'auras plus, mais tu vas avoir la même charge avec les enfants. Est-ce que ça vous prend une assurance, tout ça? On parle d'assurance vie. Oui, assurance vie, assurance Assurance vie, invalidité. assurance invalidité. Et dans certains cas, on va aller jusqu'à l'assurance maladie grave. Ça veut dire que si j'ai une maladie là, qu'on considère comme étant grave, un cancer, maladie du cœur, tout ça. Mm-hmm. Ça, on n'a peut-être pas besoin de toutes ces assurances-là, mais il faut quand même faire une fois pour toutes établir si on en a besoin. Ouais. Puis après ça, ça va juste être des mises à jour. Parfait. Excellent. Fait que ça, c'est numéro 1. Là, on vous a créé une petite to-do. Fait que, au fur et à mesure que vous nous écoutez, ben, vous pouvez peut-être suivre aussi là, la to-do, elle est en téléchargement sur la page d'accueil chef de famille. Fait que vous allez pouvoir passer à travers la cocher, mais on vous explique quand même qu'est-ce que c'est exactement, qu'est-ce que ça implique. Là. Donc, première étape, on détermine notre statut légal, les volets protection, assurance vie, assurance invalidité, assurance maladie grave. Good. Fait que là, on veut cocher ça. Après, ouais. Qu'est-ce qu'il faut penser aussi? Après, je dirais que c'est plus en lien avec durant notre vie active, durant notre vie, on parle plus d'événements là, qui arrivent non planifiés. En fait, c'est plus l'inverse. Là, on parle plus de planification. OK. Ça veut dire, bon, c'est sûr qu'il y a toujours la planification fiscale qui va être de quelle manière je peux payer le moins d'impôts possible selon ma situation et de quelle manière je peux optimiser là, au-delà de l'impôt les allocations du gouvernement, les subventions. Fait que ça, c'est le volet fiscal qui est étroitement lié au volet retraite, régime d'épargne études des enfants, tout ce qui est investissement, finalement. Ouais. Puis, le volet qu'on oublie souvent, on va dire, bon, il faut que je cotise à Montréal avant le 28 février parce que c'est la date limite. Il faut que je mette de l'argent dans un régime d'épargne études de mes enfants. Mais on oublie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'analyser le type de placement qu'on a dans ces régimes-là. Ce n'est pas tout que de les prendre. Le plus important dans tout ça, c'est oui, sur le coup, l'économie d'impôt, la subvention qu'on va aller chercher, mais après ça, il y a le rendement de nos placements. Mm-hmm. Ça, c'est le volet qui est souvent reporté à plus tard parce qu'on cotise à nos REER rapidement pour après ça, ça va à l'année d'après. Fait que pour regarder nos placements. Exactement. Souvent, quand on entend rendement des placements, là, pour quelqu'un qui ne connaît pas ça, on se dit oh, moi, je ne joue pas à la bourse, je n'ai pas besoin d'aller voir. C'est ça, exactement. Mais il y a un minimum oui. à connaître et à savoir parce que si je mets 5 000 par année dans mon REER ou le régime d'épargne études de mes enfants, pendant 20 ans, 5 000 fois 20, ça fait 100 000 Par contre, si mes investissements, je vais chercher un rendement de 3 mais je vais avoir à peu près 138 000 au bout de 20 ans. Ouais. Si je réussis à avoir un rendement de 7 ça ne sera plus 138 000 mais 219 000 que je vais avoir. Ouais. Donc, c'est un très gros écart. On s'entend que c'est quelque chose qui me permet de peut-être de diminuer ou de prendre une retraite plus tôt. Exactement. Puis ça vient alléger mon budget, mon obligation d'épargne si j'ai des bons rendements. Ça veut dire pour arriver ça a un impact sur ma vie maintenant. Tu sais, ça n'a pas juste un impact sur ma vie future. C'est ce que tu nous dis. Des fois, on a l'impression comme oh, mais ça, c'est pour plus tard. Fait qu'on... Exactement. Mais ce rendement-là, si je ne l'ai pas dès le début où je fais de l'épargne, ben je ne le récupérerai pas les années suivantes. Donc, c'est important de s'asseoir puis de comprendre un minimum en investissement. On n'a pas besoin de comprendre là, les grandes théories, mais il y a un minimum, c'est assez simple.
à comprendre là, les grandes lignes de l'investissement. Puis après, ça nous permet de prendre des décisions. Là, on va parler de horizon de placement. Est-ce que l'argent est là pour longtemps, pas longtemps? Est-ce que j'ai une bonne tolérance au risque? Mais quand on comprend quelque chose, ça se simplifie beaucoup quand on a des bonnes explications simples. Puis, à l'aide d'un bon conseiller, on va réussir là, à bien intégrer ce volet-là qui, selon moi, est le volet le plus négligé. Le suivi sur nos investissements. Sur nos investissements. Puis, tu dirais, tu sais, comme par exemple, quand on parle de l'assurance vie, l'assurance invalidité, notre statut légal, là, peut-être que je me trompe, là, mais tu vas pouvoir me corriger si je me trompe. Ça, c'est quelque chose qu'on fait une fois, puis on va peut-être revoir si notre situation change. Mais si notre situation change pas, en principe, on n'a pas besoin de se remettre le nez dans nos assurances vie ou quoi que ce soit, tu sais. Donc, exactement. Ça, on va dire normalement qu'on va reviser quand il y a des grands événements. Et naissance d'un enfant. Je te donne un exemple là, concret. Là. Nous, dans notre assurance vie couvre l'hypothèque de notre maison. Ben, à un moment donné, on a fait les rénovations, on a doublé la superficie de notre maison. On est allé revoir un peu notre assurance vie à cause d'un changement comme celui-là. Exactement. Mais je veux dire, sinon, on n'aurait pas eu besoin de la reviser. Tu sais. Ensuite, au niveau de la planification fiscale, quand tu nous parles d'optimisation par rapport à nos impôts, revoir le rendement de nos investissements, ça se fait sur une base annuelle au moment où on fait notre rapport d'impôt? Je dirais oui, au moins une fois par année, mais c'est quand même assez. Si je regarde un plan d'investissement, on va le faire une fois. On va déterminer notre profil d'investisseur, tout ça. Puis après, ça va être évolutif. Parce que on change pas, notre profil ne change pas là, du jour au lendemain. Tout ça, on va suivre nos placements, mais on va rétablir nos placements. Ça veut dire qu'on va rééquilibrer nos portefeuilles. Puis, la chose qui va faire qu'on va être obligé de modifier légèrement nos investissements dans le temps, c'est que un facteur important quand je regarde un portefeuille, c'est l'horizon de placement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour ma retraite, il me reste 20 ans. Mais quand je vais avoir 65 ans, mon horizon de placement va être beaucoup plus court parce que je suis rendue à ma retraite. Les régimes d'épargne études de nos enfants, c'est la même chose. Quand on les prend puis qu'ils ont 2 ans, on n'aura pas besoin de cet argent-là avant longtemps. Mais quand on les prend, on est rendu là, ils sont fin secondaire, cégep, ils vont en avoir besoin pour l'université. Notre horizon de placement est changé. Fait qu'il faut rééquilibrer nos portefeuilles en fonction de ces facteurs-là. Là, parenthèse, là, les chefs de famille, on est tous des investisseurs. Parce que des fois, on entend investissement, on me dit, moi, j'ai pas investi de l'argent dans quoi que ce soit. À partir du moment où on travaille, on est un investisseur parce qu'on contribue à un placement de retraite. À partir du moment où on a un régime épargne-études pour nos enfants, on est un investisseur. Fait que dans le fond, faut vraiment se voir comme on a tous des placements. On en a tous. C'est pas genre, moi, j'en ai pas placé, j'ai pas acheté d'immobilier, j'ai pas de placement dans une entreprise, j'ai pas acheté d'actions. Ben non, on est tous des investisseurs. On a tous un portefeuille d'investissement. Il y en a, si on a des REER, on va en gérer beaucoup, régime épargne d'études REER. D'autres, ça va être leur fonds de retraite, c'est pas eux qui vont le gérer, mais quand même, on a tous des investissements. On doit tous s'intéresser à un minimum et ce n'est pas compliqué. Non, moi, puis je peux en témoigner depuis que je suis avec... Ben écoute, ça fait pas longtemps que j'ai d'autres investissements qu'un régime épargne-études pour mes enfants. Puis, mon Dieu, que je voyais ça comme... Mon Dieu, je trouvais donc que ça avait de l'air compliqué. Ça me puait au nez de même parler de REER. Puis là, une fois que tu t'assois avec quelqu'un de compétent, qui vulgarise bien, ben, tu te rends compte qu'effectivement, c'est pas très compliqué. Fait que dans le fond, on rééquilibre nos portefeuilles à peu près aux années. Une fois qu'on a fait le plan de base. Une révision annuelle, là, rapide, voir qu'est-ce qui s'est passé durant l'année. Puis, fait que c'est pas plus compliqué que ça. On a fait le tour. Mon Dieu, c'est tout?
C'est tout. Là, on a fait le Hey! tour, là. On peut dire, là. C'est sûr qu'il y a notre budget, mais tout ça Ouais. revient dans notre budget, là. Si je veux faire de l'épargne retraite, il faut que ça cadre dans mon budget. Tout ça part un peu du budget, là. Puis, ben, parlons-en un petit peu du budget. Je pense que Oui, ça vaut la peine parce que, bon, si vous êtes nouveau dans l'abonnement, vous savez qu'on a un outil de budget. Il y a beaucoup de monde qui se joignent à nous chaque mois, fait que je pense que c'est important d'en oui. parler. Si vous revenez dans les archives, vous allez voir vraiment, on a fait des vidéos, Dominique et moi, sur comment on commence un budget. Puis là, ben, au début, ça demande un petit peu plus de suivi serré de nos finances, voir si ce qu'on avait prévu correspond à notre réalité, parce que c'est pas tout le temps évident. Des fois, on fait un peu des prévisions, mais c'est pas nécessairement, tu sais, il faut le mettre à jour jusqu'à temps qu'on arrive à, OK, j'ai pas mal l'équilibre, là, puis je sais que, par exemple, j'ai un roulement X, puis sur ma carte de crédit, tant que je dépense pas 3 000 $, je sais que je la paye à la fin de chaque mois, tu sais. Là, on n'est plus obligé d'avoir un suivi serré de nos finances, mais il faut le refaire une fois de temps en temps quand même. Tu sais, comme là, je m'en rends compte, là, mon budget, je le tiens pas, je calcule pas, puis je le remplis pas tous les mois parce que j'ai atteint une certaine cadence. Puis c'est ça qui est le fun. Tu sais, je l'ai fait serrer pendant un bout de temps. Là, je connais bien mes finances, je les maîtrise bien, je suis capable de suivre grosso modo les, le roulement, si tu veux, de mon budget, de ce qui va sur ma carte de crédit, de ce qu'il y a dans mon compte. Fait que tu sais, je le connais bien. Mais c'est sûr qu'une fois de temps en temps, aux 2 ans, je me rassois, puis là, on a eu des Oui, augmentations de salaire. Il y a des choses qui ont changé. Peut-être qu'on a exactement. justement, on a fait des placements, des trucs comme ça. Fait que ça aussi, ça reste quand même que sur notre to-do, même C'est quand une on mise à devient, jour. C'est un peu c'est comme je ça. disais, une fois qu'on a établi quelque chose, on fait une mise à jour quand il y a des changements, Mhm. un nouveau revenu, un revenu qui disparaît, une nouvelle dépense, un nouveau projet majeur. Ouais. Là, on est obligé de rebalancer, de réaffecter des dépenses ou des revenus à d'autres. Mhm. Mais sinon, c'est de l'entretien, là. Donc, C'est ça. quand ça va bien, puis on connaît instinctivement ce qui est dans nos limites et ce qui ne l'est pas. Puis le budget va aussi nous servir, bien entendu, à établir notre valeur nette. Est-ce que mes dettes versus mes placements? Je Ouais. vais pouvoir savoir d'année en année, est-ce que Oui. j'avance ou je recule? Fait Ça que veut dire que finalement, annuellement, ce qu'il faudrait faire quand tu nous parles de planification fiscale aussi, puis il y aurait aussi notre valeur nette, tu sais, parce que ça, c'est... actif versus Oui, passif. On en est où par rapport à exactement. l'année passée pour voir. Ben, en fait, c'est un très bon indicateur. Une fois que justement, on maîtrise quand même assez bien nos finances personnelles, familiales, ben, à la fin de l'année, d'aller voir le bilan, puis de s'assurer qu'on améliore notre sort. C'est plaisant, Ben c'est là, encourageant, oui, là. c'est très encourageant. Puis en même temps, ben, ça nous fait faire le petit suivi. Puis si on n'améliore pas notre sort, ben, c'est peut-être signe qu'il faut revoir notre budget. Tu sais, donc, Exactement. c'est des petits C'est des petits drapeaux, drapeaux. Ouais, là, rouge, exact. vert, jaune, là. Ouais. Oui, ça va bien. Oups, Mhm. une indication qu'il faut peut-être faire attention parce que on n'est pas là où on avait planifié être, ou tout va très bien, puis on continue comme ça, puis on est sur la bonne voie. Ouais. Fait que c'est ça. Je dirais que ça, la valeur nette, moi, je trouve que c'est un bel indicateur, puis c'est encourageant de voir. Des fois, on n'a pas l'impression, mais la petite épargne qu'on fait à tous les mois, puis le régime d'épargne et tout, ça, ben, on paie à tous les mois notre Mhm. hypothèque, un petit peu de nos dettes, puis ça fait que d'année en année, ben, on s'enrichit. Ben, moi, je trouve Ça, c'est aussi que, plaisant. tu sais, au sein de mon couple, je te dirais que moi, c'est pas mal. Dans mon cas, c'est moi qui gère les finances parce que je pense que j'ai un petit peu plus d'intérêt que mon chum pour ça. J'étais une femme d'affaires, fait qu'on dirait que j'aime, tu sais, ça C'est m'intéresse. ça. Mais ce que je fais, par exemple, tu sais, je dis pas à chaque mois, ah ben là, on a dépensé tant dans tel champ de dépenses ou dans ci, on va pas dans les détails. Mais à la fin de l'année, le bilan, c'est comme une façon de lui montrer, un peu comme un président d'entreprise, je pense, le ferait Mhm. avec ses actionnaires, là. C'est comme de lui dire, bon ben voilà, ça a l'air de ça notre bilan. L'année passée, on était à ça. Regarde, là, on est rendu là. T'es-tu content? Tu sais, je pense que j'ai bien fait ma job. Tu sais, c'est comme effectivement, je trouve que le Ouais, bilan, c'est un beau moyen de communication dans le couple pour
dire, regarde, on se mettra pas toutes les deux à gérer les finances, mais... En fait, c'est ça, hein. Tu as raison quand tu parles d'une entreprise parce que, tu sais, en affaires, là, la direction ne veut pas savoir quelle petite décision s'est prise sur le terrain à tous Non. les jours. Elle ne veut pas être consultée pour des décisions, mais veut savoir si on s'en va là où on a décidé qu'on voulait aller. Est-ce que... Puis c'est à ça que ça sert. C'est grâce au bilan, au budget annuel, qu'on peut arriver puis voir si tout va bien ou si, oups, là, il faut qu'on s'assoie parce que ce qu'on veut puis ce qu'on fait, ça correspond pas. Comment on peut ramener les choses. Puis ça, mais on en a parlé au début sur notre atelier sur le budget. Ça, ben, si les deux ne sont pas en accord sur les changements apportés, ça va être très difficile. Ben, c'est parce qu'en plus, ça va guider nos décisions au jour le jour, puis ça va tellement... En fait, ça va éliminer... Parce que, tu sais, il faut en parler, là, on parle de charge mentale, on peut faire une parenthèse sur le partage de la charge mentale. Il y a quelqu'un qui est en charge du département des finances, qui est en charge d'emmener les communications, puis d'emmener les grandes lignes, où on en est dans ce qu'on s'est dit, mais qui est en charge aussi de garder, en quelque sorte, les objectifs du couple. Puis, au sein, après ça, quand tout ça est bien établi, ben après, il y a des décisions au jour le jour qui vont de soi. Fait que c'est bien moins de conflits, là. On se pose pas la question, puis on débat pas sur quelque chose parce que c'est clair. On veut s'en aller là. Si on fait ça, ça nous empêche d'aller là. On rechange-tu nos objectifs ou... Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est une façon de partager, en fait, je pense aussi. Oui. Fait que, c'était très intéressant. On a une petite to-do list. Là, je veux dire, vous faites ça, ça peut prendre 1 an, là, faut pas s'énerver, mais faut pas attendre trop longtemps parce qu'effectivement, on n'a pas d'échéance, mais en fait, là, dès que vous avez le temps de régler ça, c'est réglé pour un bon bout de temps. Pour se libérer, puis c'est fait pour longtemps, puis c'est vraiment réconfortant de savoir que c'est fait. Oui, tout à fait. Je suis bien d'accord. Merci, Dominique. C'était encore une chronique très intéressante. On se revoit. Oui, certainement.